Au début de la guerre, il était méprisé de tous. Les pilotes soviétiques le surnommaient le cercueil volant. Les As allemands, une proie facile qu'ils abattaient par dizaines. Les ingénieurs, désespérés, comprenaient qu'ils avaient créé le piège parfait pour leurs propres pilotes. Mais, très vite, en entendant son hurlement, l'infanterie allemande se jettera à terre et priera. Ils lui donneront un autre nom, la mort noire. Dans ce film, nous allons montrer comment un avion suicide, né d'une erreur fatale du commandement, est devenu l'arme la plus impitoyable de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de la machine, conçue pour la mort, qui est devenue l'avion de combat le plus produit de toute l'histoire de l'humanité. Le major Hermann Graf, l'un des plus grands experts de la Luftwaffe dans la lutte contre l'Île-2, tapotait de sa baguette le schéma de l'avion d'assaut russe. Dans la salle se trouvaient de jeunes pilotes, fraîchement arrivés sur le front de l'Est. Leurs visages étaient tendus. Ils avaient déjà entendu assez d'histoires terrifiantes sur les bombardiers de béton et la mort noire. « Oubliez tout ce qu'on vous a appris à l'Ouest », disait Graf d'un ton sec. « Ce n'est pas un Spitfire. Ce n'est pas un duel de chevaliers dans les airs. C'est une chasse aux sangliers blindés. Et si vous tirez dessus à l'aveuglette, vous ne ferez que gaspiller vos munitions et reviendrez bredouille. Ou vous ne reviendrez pas du tout. » Il pointa sa baguette vers la silhouette de l'île. Son fuselage blindé est une forteresse. Tirer sur le cockpit ou le moteur par le dessus est inutile. Vos obus ricocheront. Les ailes, vous pouvez les transformer en passoires. Il atteindra quand même son aérodrome. Arrêtez de tirer sur les ailes. Un silence se fit dans la salle. Les jeunes pilotes échangèrent des regards. Si l'avion était si invulnérable, comment l'abattre? Chaque bête a son point faible, poursuivit Graf, et sa voix prit une intonation prédatrice. Un talon d'Achille. Et l'Île-2 en a un aussi. La baguette glissa vers le bas, sous l'imposant moteur de l'avion. Le voici, le radiateur d'huile. Petit, protégé par de fins volets blindés, mais c'est lui, le cœur de son système de refroidissement. Votre mission est de vous en approcher, arriver par le dessous et par l'arrière, depuis l'angle mort du mitrailleur. Et de porter un coup précis, juste ici. La tactique avait été élaborée et perfectionnée au cours de centaines de combats aériens. Elle exigeait une précision d'orfèvre et des nerfs d'acier. La chasse à l'Île-2 était devenue une science mortellement dangereuse. Le lieutenant Sidorov, pilote d'Île-2, menait son groupe à l'assaut. Il regardait constamment autour de lui, tournant la tête dans tous les sens. Il savait qu'ils étaient là. Les chasseurs. Il ne les voyait pas, mais il les sentait. Et il savait d'où viendrait le coup. Soudain, son avion fut secoué violemment. Une rafale courte et vicieuse déchira le fuselage par le dessous. Sidorov jeta un œil aux instruments. La pression d'huile commençait à chuter. L'aiguille glissait lentement, mais inexorablement vers la zone rouge. Il l'a trouvé. Bon sang, il a trouvé mon talon d'Achille. Le moteur tournait encore, mais Sidorov le savait. C'était l'agonie. Dans 5-10 minutes, tout au plus, l'huile se serait entièrement écoulée et le moteur se bloquerait. Il fallait tenir. Tenir jusqu'au sien, seulement 10 kilomètres. 10 kilomètres qui se transformèrent en une éternité. Le célèbre as Hans Ulrich Rudel, qui volait sur Stuka, formulera plus tard cette règle avec une clarté absolue. L'Île-2 russe est très robuste. On ne peut l'attaquer que par l'arrière et par le dessus en visant la cabine du mitrailleur ou l'abattre d'un tir précis dans le radiateur d'huile. Les Allemands s'étaient adaptés. Ils avaient cessé de voir l'Île-2 comme un monstre invulnérable. Ils l'avaient étudié, avaient trouvé sa faiblesse et transformé la chasse en une tactique calculée et menée de sang-froid. Ils avaient appris à porter une seule touche, précise, mortelle. Désormais, chaque sortie pour les pilotes d'assaut soviétiques était devenue un jeu encore plus dangereux. Ils savaient que là-haut, dans le ciel, ils étaient traqués par des professionnels, des chasseurs qui savaient où frapper et qui ne pardonnaient aucune erreur. L'escadrille du capitaine Romanov approchait de sa cible, un nœud ferroviaire allemand. En bas, la cible se dévoilait, des convois de matériel, des entrepôts, des locomotives fumantes. Mais Romanov ne regardait pas en bas, mais en haut, vers le ciel clair, d'une clarté trompeuse. Il le savait, ils étaient déjà là, les chasseurs. « Attention, les bossus !» retentit sa voix calme dans les écouteurs. « On opère en cercle.
Premier, j'y vais. Son Il-2 inclina les ailes et entama une descente progressive vers la cible. À la même seconde, une paire de Focke-Wulf déboula des nuages. L'un d'eux se plaça immédiatement dans la queue de Romanov. Mais au moment où il s'apprêtait à ouvrir le feu, une longue rafale, venue de gauche d'un autre Ilyushin, le percuta. Le chasseur allemand vira brusquement sur le côté, esquivant les balles traçantes. C'était la réponse. La réponse des pilotes d'assaut soviétiques à la tactique millimétrée des As allemands. Ils avaient compris, seuls, ils ne survivraient pas. Leur force était dans l'unité. C'est ainsi que naquit le cercle de la mort. 6 ou 8 avions d'assaut formaient un cercle fermé au-dessus de la cible. Ils se déplaçaient en une trajectoire circulaire, comme un carrousel. Chaque avion protégeait de son feu la queue de celui qui le précédait. Pour les chasseurs allemands, c'était l'enfer. C'était un nid de guêpes. « Kolia, couvre-moi !» cria Romanov dans le micro en sortant de son attaque. « Vania, à toi d'attaquer la cible !» Sa place en piqué fut aussitôt prise par un autre avion d'assaut. Et le mitrailleur de Romanov arrosait déjà de ses tirs le second Focke-Wulf, qui tentait d'attaquer son voisin de droite. Ils formaient un organisme unique, une forteresse mobile et crachant le feu sans aucun point faible. Tenter d'en attaquer un seul, c'était s'exposer immédiatement au feu croisé de 5 ou 6 mitrailleuses. Pour ceux au sol, cette tactique était encore plus terrifiante. Ce n'était pas un simple raid, c'était un déluge de feu ininterrompu. Un carrousel de la mort suspendu au-dessus d'eux, les empêchant de relever la tête. Un Il sortait de son piquet, arrosant tout du feu de ses canons. Sa place était aussitôt prise par un autre, qui larguait ses bombes. Un troisième, pendant ce temps, pilonnait les positions avec ses roquettes. Le vacarme ne cessait pas une seule seconde. Le légendaire pilote de chasse Alexandre Pokrychkin parlait de ses pilotes avec respect. Nous les appelions les bossus besogneux. Notre mission était de les couvrir. Perdre un avion d'assaut était pire que de perdre son propre appareil. Sans eux, l'infanterie était aveugle et sans défense. Les chasseurs d'escorte repoussaient le gros des forces ennemies et les avions d'assaut eux-mêmes, regroupés en leur essaim mortel, pouvaient se défendre. Le pilote allemand, après avoir tournoyé autour de cette ronde de feu, comprit qu'il n'y aurait pas de proie facile aujourd'hui. Tenter de percer ce mur de balles traçantes était un suicide. Il inclina les ailes et s'en alla. Et en bas, le convoi de chars achevait de se consumer. Le capitaine Romanov rassembla son groupe et le ramena à la base. Ils avaient encore fait leur travail. Ils avaient survécu parce qu'ils avaient appris à se battre ensemble. Ils avaient transformé leur plus grande faiblesse, leur lenteur et leur manque de maniabilité en leur arme principale. Ils étaient devenus une meute. Et désormais, les chasseurs devaient y réfléchir à 2 fois avant d'attaquer ce nid de guêpes blindées qui ripostait de toutes parts. La chambre d'hôpital sentait le phénol et le désespoir. Le lieutenant Vassili Emelianenko regardait ses mains, ou plutôt ce qu'il en restait. Des morceaux de chair rose contractés par les cicatrices où l'on devinait à peine les doigts. Le visage dans le miroir était celui d'un autre. Un masque de cicatrices laissé par les flammes de son Il-2 abattu. Il avait tenu bon. Il avait posé l'appareil en feu sur le ventre et avait perdu connaissance. Et quand il reprit conscience, il entendit le verdict des médecins. Sec, administratif, définitif. Inapte au service aérien. Inapte. Ce mot résonnait plus terriblement que le sifflement des balles. Il signifiait la fin. La fin du ciel, la fin des avions, la fin de la guerre, qui pour lui n'était pas encore terminée. Il revoyait les visages de ses camarades qui n'étaient pas revenus de mission. Il se souvenait du rugissement des chars allemands. Et l'idée qu'il resterait ici, à l'arrière, pendant que... Cette pensée était insupportable. Une nuit, il s'échappa de l'hôpital. En pyjama d'hôpital déchiré, à travers un champ enneigé, il rejoignit la gare et prit un train de marchandises pour le front, pour son régiment. Le commandant, en le voyant, en perdit la parole. Devant lui se tenait un fantôme, un homme au visage masqué et aux mains mutilées, qui n'exigeait qu'une seule chose, un avion. « Vassia, tu es devenu fou, » dit le commandant.
Tu ne pourras même pas tenir le manche. »« Si, je pourrais, » répondit obstinément Emelianenko. On le conduisit à l'avion. Il grimpa dans le cockpit. Il essaya d'empoigner le manche avec ses doigts mutilés. La douleur était infernale. Ses mains n'obéissaient pas. Le manche lui glissait des mains. Alors, il demanda à un mécanicien de lui apporter des sangles. Et sous les yeux de tout le régiment, il attacha ses mains brûlées et inertes au manche. Il ne fit plus qu'un avec la machine, le prolongement de ses tringles et de ses leviers. Il démarra le moteur. Et il fit décoller l'île 2. Les médecins, venus le chercher, restèrent au sol, regardant en silence l'avion effectuer un virage au-dessus de l'aérodrome. Ils secouaient la tête. C'était impossible. Cela contredisait toutes les règles de la médecine. Mais dans les yeux de cet homme, il y avait une telle rage, une telle volonté de vivre et de se venger qu'ils n'osèrent pas refuser. Ils signèrent le certificat. Apte avec restriction. Il y en eut des dizaines comme Emelianenko. Le pilote Ivan Drachenko, qui avait perdu son œil droit au combat. Le verdict des médecins était sans appel, au sol. Mais il obtint gain de cause. Il reprit du service et continua de voler sur île 2, devenant l'un des rares titulaires de l'Ordre de la Gloire à tous ses échelons et héros de l'Union soviétique. D'un seul œil, je voyais la cible mieux que beaucoup d'autres avec deux, disait-il avec une fierté amère. Ce n'était pas seulement une guerre de moteurs et de blindage, c'était une guerre de caractère, d'esprit, de la volonté inflexible d'hommes qui refusaient de se rendre. Des hommes qui, après avoir perdu leur santé, après avoir subi de terribles mutilations, se relevaient malgré tout pour retourner au combat. Ils s'attachaient aux manches de leurs avions. Ils volaient avec un seul œil. Ils prouvaient chaque jour que l'esprit humain est plus fort que le feu, plus fort que l'acier et plus fort que la mort elle-même. Leur guerre ne se terminait pas dans une chambre d'hôpital. Elle ne se terminait que là-haut, au-dessus de la cible, ou dans un dernier piquet enflammé. Été 1944, opération Bagration. Le capitaine Novikov menait son escadrille d'Ilyushin au-dessus de la Biélorussie libérée. En bas, sous son aile, s'étendait une route. Mais ce n'était pas une route. C'était une longue et sinueuse cicatrice sur le corps de la terre, engorgée par des milliers de véhicules, de chariots et de canons allemands. Le groupe d'armée centre battait en retraite. Ou plutôt, il tentait de battre en retraite. Novikov balança ses ailes, donnant le signal de l'attaque. Dans ses écouteurs, pas de cris d'excitation, pas de fureur. Seulement une voix calme, professionnelle. Premier groupe de 6, on s'occupe de la tête de la colonne, le deuxième, de la queue. Objectif, la bloquer et l'incendier. Ce n'était plus un combat, ce n'était plus un duel risqué avec les chasseurs et la DCA. En 1944, l'aviation soviétique dominait totalement le ciel. La Luftwaffe était pratiquement anéantie. Les batteries anti-aériennes de la Wehrmacht avaient été dispersées et broyées lors des combats précédents. Maintenant, c'était un travail. Un travail de destruction, froid, méthodique, impitoyable. Son île 2 entama un léger piqué. En bas, ce n'était pas une armée. C'était simplement une cible. Une longue file de petites boîtes qu'il fallait réduire en cendres. Novikov pressa la détente. Les canons de 23 mm se mirent à parler. Il vit le transport de troupes blindées de tête s'enflammer et bloquer la route. Le piège s'était refermé. Et puis, le massacre commença. Les avions d'assaut passaient le long de la route comme des moissonneurs dans un champ. Passage après passage, ils mitraillaient les camions de munitions, qui explosaient en de gigantesques boules de feu. Ils larguaient leurs bombes sur les attroupements d'infanterie qui couraient en tous sens sur les bas-côtés, cherchant un abri. Ils tiraient des roquettes sur les tracteurs d'artillerie, transformant les canons en ferrailles inutiles. En bas, dans cette colonne, le caporal Klaus Mayer tentait désespérément de sortir un camarade blessé d'un camion en flammes. Il n'entendait plus les explosions distinctement. Le monde entier s'était transformé en un grondement unique et incessant. Le ciel au-dessus de sa tête était noir de fumée et de ces terribles silhouettes bossues. Il ne repartait pas. Il restait suspendu au-dessus d'eux, comme des vautours. Il les abattait comme à la foire. Sans hâte, sans pitié. Klaus abandonna. Il tomba dans le fossé, se protégeant la tête avec les mains.
Ils ne pouvaient ni se battre ni fuir. La route, devant et derrière, était jonchée des carcasses enflammées des véhicules et des corps de ses camarades. C'était la fin. C'était la route de l'enfer. Et les anges de la mort, sur cette route, étaient les avions d'assaut russes. Le capitaine Novikov effectua un dernier passage, largua ses dernières bombes et, rassemblant son groupe, vira vers l'est. En bas, tout ce qui pouvait encore brûler finissait de se consumer. Le travail était fait. Il ne ressentait ni joie ni haine, seulement une fatigue sourde et pesante. En 3 ans de guerre, il avait vu trop de morts. Et aujourd'hui, il venait simplement d'ajouter une nouvelle page à son livre infini. Durant l'opération Bagration, les avions d'assaut effectuèrent plus d'un quart de toutes les sorties de combat. Ils ne se contentaient pas de soutenir l'offensive. Ils en étaient le bélier. Ils perçaient la défense allemande, semaient le chaos sur les arrières et transformaient chaque retraite ennemie en un bain de sang. Les routes de Biélorussie devinrent un cimetière géant pour des centaines de milliers de soldats allemands. Et au-dessus de chacune de ces routes planait l'ombre de l'Ilyushin, l'ombre de la mort noire. Avril 1945, Berlin. La ville, considérée pendant 1000 ans comme le cœur du Reich, s'était transformée en une bête à l'agonie. Elle crachait le feu de chaque fenêtre, de chaque sous-sol. Les rues, jonchées de décombres, étaient devenues l'ultime ligne de défense. On se battait pour chaque étage, pour chaque pierre. Le major Belov, commandant d'un régiment d'assaut, regardait la carte de la ville. Pour ces îles 2, il n'y avait pas de cibles habituelles ici. Pas de colonnes de chars, pas de convois ferroviaires. La cible était devenue la ville elle-même. Son régiment n'était plus une simple force aérienne. Il était devenu une artillerie volante. Une artillerie de précision, chirurgicale et impitoyable. En bas, dans une des rues, le groupe d'assaut du capitaine Ivanov était cloué au sol par un feu nourri. Depuis le grenier d'un immeuble d'angle, une mitrailleuse lourde tirait sans relâche. Elle plaquait l'infanterie au sol, l'empêchant de lever la tête. Les chars ne pouvaient pas approcher. La rue étroite était sous le feu des Fostniks, depuis les fenêtres d'en face. Une voix rauque retentit dans la radio, celle d'un commandant d'infanterie. « Le bossu, tu m'entends? Le bossu? L'immeuble de 4 étages à droite, le grenier. Fais-les taire, frérot, on n'en peut plus. » Belov transmit les coordonnées à l'un de ses pilotes. Le lieutenant Orlov, celui-là même qui avait survécu par miracle en 1941, hocha la tête et quitta la formation. Il connaissait bien ce travail. À Stalingrad, ils avaient appris à se battre dans les villes. Il approcha la cible non pas par la rue, mais par la cour, à très basse altitude, frôlant presque les toits. Le voilà, cet immeuble. 4e étage, la fenêtre du grenier d'où jaillissaient les éclairs des tirs. Orlov ne largua pas de bombes, il risquait de toucher les siens. Il visa un peu plus haut et tira une rafale courte et précise avec ses canons VIA de 23 mm. Les obus, conçus pour le blindage, transpercèrent la maçonnerie avec une facilité déconcertante. Une partie du toit et du mur, ainsi que les servants de la mitrailleuse, cessèrent tout simplement d'exister. « Merci le bossu, merci mon gars !» cria-t-on dans les écouteurs. Hourra, en avant! L'infanterie se lança à l'assaut. De l'autre côté, dans la cave d'un immeuble voisin, Kurt, un Volkssturmmann de 16 ans, serrait son Panzerfaust entre ses mains. Il avait vu l'avion russe pulvériser le nid de mitrailleuses. Il avait entendu les murs s'effondrer. Il comprenait qu'il ne pourrait pas tenir cette rue. Il pouvait arrêter un char. Il pouvait repousser une attaque d'infanterie. Mais comment se battre contre ce qui vient du ciel? Contre ce qui anéantit des étages entiers d'un seul coup? Il n'avait nulle part où se cacher. L'île 2, dans le ciel de Berlin, était partout. Les avions d'assaut neutralisaient les positions de DCA sur les toits. Ils démolissaient les barricades, dégageant la voie pour les chars. Ils délogeaient au canon les Fostniks, postés aux étages supérieurs. Ils étaient les yeux et le poing de l'armée à l'offensive. Lorsque les soldats soviétiques donnèrent l'assaut au Reichstag, les Ilyushin tournaient encore au-dessus de sa coupole en flammes. Ils effectuaient leur dernier tour au-dessus de la ville vaincue, achevant les dernières poches de résistance. Leur long et sanglant périple, commencé en juin 1941, touchait à sa fin ici, dans le ciel de Berlin. Le cercueil volant, devenu la mort noire, avait terminé son travail.
L'agonie du Reich s'acheva dans le vrombissement de son moteur. Mai 1945. Le silence s'installa. Ce silence dont ils avaient rêvé pendant 4 longues années. Un silence auquel il était difficile de croire au début. Il n'était troublé ni par le hurlement des sirènes, ni par le fracas de la DCA, ni par le rugissement des moteurs. La guerre était finie. Le colonel Sokolov, celui-là même qui avait perdu 9 mitrailleurs, se tenait au bord d'un aérodrome près de Berlin et contemplait ses Ilyushin. Ils étaient là, immobiles, en rang parfait, silencieux, couverts de suie et de rustine. Chaque cicatrice sur leur blindage était une histoire. Une histoire de combat, de survie, de la mort d'un camarade. Que de chemins parcourus avec eux, son Ilyushin. Il lui était plus proche que certains hommes. Brutal, têtu, fiable comme une botte de soldat. Il l'avait sorti d'enfer d'où, semblait-il, il n'y avait pas de retour. Puis, quelques mois plus tard, l'ordre tomba. Des milliers d'avions d'assaut, Il-2, l'Air et le Pain, de l'Armée rouge, l'avion de la Victoire, commencèrent à être massivement mis au rebut. La guerre était finie, et pour ces machines nées pour la guerre, il n'y avait plus de place dans le ciel de la paix. Leur temps était révolu. Sokolov vit les ouvriers arriver sur l'aérodrome avec leurs chalumeaux. Ils s'approchèrent de son avion, celui-là même avec lequel il était allé jusqu'à Berlin. La flamme du chalumeau mordit l'aile blindée. Un grincement de métal déchira l'air. Il le découpait, le mettait en pièces, comme la carcasse d'une bête. Son fidèle compagnon de combat. Il était triste, c'était amer, mais au fond de lui, il comprenait que c'était peut-être la bonne chose à faire. Ces machines, imprégnées de l'odeur de la poudre, de l'huile et du sang, n'avaient pas leur place parmi les nuages d'un ciel en paix. Leur travail, sale, terrible, sanglant, était accompli. 36 183 appareils. Une véritable armada, la plus grande de l'histoire de l'humanité. Une armada qui sombrait dans l'oubli. Des décennies plus tard, le constructeur Yakovlev, l'éternel rival d'Ilyushin, écrira « Ilyushin a créé un avion de champ de bataille exceptionnel. Personne au monde n'a pu créer quoi que ce soit de comparable. » C'était la vérité. Il n'était pas beau. Il n'était pas rapide. Il n'était pas le plus sophistiqué. Il était différent. Il était l'incarnation du caractère de la nation qu'il avait créée. Brutal, simple, indestructible et prêt à vaincre à n'importe quel prix. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques exemplaires en état de vol, restaurés pièce par des passionnés à partir de débris retrouvés dans les marais et les forêts. Ils décollent lors de meetings aériens et les spectateurs ne voient bon qu'un avion anguleux et étrange, venu du passé. Ils n'entendent pas, dans le rugissement de son moteur, les voix de ceux qui ne sont pas revenus. Ils ne voient pas, dans ses cicatrices, le désespoir de son concepteur, la fureur de Staline, l'exploit des ouvriers à l'arrière. Ils ne ressentent pas la terreur du fantassin allemand ni la douleur du pilote qui a perdu son 9e mitrailleur. Mais parfois, quand ce dernier Ilyushin passe en rase-motte, ce même silence s'installe. Et de ce silence naît la mémoire d'un avion que tous méprisaient, et qui est devenu une légende, le char volant. La mort noire, l'avion qui naquit comme un piège, mais mourut en vainqueur. 1940, Moscou. Le bureau d'études de Sergueï Ilyushin. Le bureau est silencieux. Ce silence, seulement troublé par le crissement du crayon sur le papier calque, est presque palpable. Sur une immense table reposent des plans. C'est le couronnement de son œuvre. Un avion sans équivalent dans le monde. L'avion d'assaut blindé BSH-2. Ilyushin le contemple avec la fierté d'un père. Il n'a pas seulement créé une machine, il a créé la survie. Sa création, enfermée dans un cocon d'acier, devait planer au-dessus du champ de bataille, ne craignant ni les balles, ni les éclats, et anéantir méthodiquement l'ennemi. Le caisson blindé porteur, épais de 4 à 12 mm, n'était pas une simple protection. C'était la structure même de l'avion, dans laquelle, comme dans un coffre-fort, était dissimulé le pilote, le moteur, les réservoirs. Une forteresse volante. Mais ce silence sera bientôt brisé par la voix froide de la commission militaire, une voix qui va tout changer. Les représentants de l'armée de l'air sont pragmatiques. Ils ne regardent pas l'idée, mais les chiffres, le poids, la vitesse, l'autonomie
et leur verdict est aussi tranchant qu'un coup de hache. L'avion est trop lourd. Sa vitesse est insuffisante pour échapper aux chasseurs. La décision est radicale. Retirer le mitrailleur. Retirer la mitrailleuse qui protège l'hémisphère arrière. Pour les militaires, c'est de l'arithmétique pure. Des centaines de kilogrammes en moins, des dizaines de kilomètres par heure de plus, une simplification de la production. À leurs yeux, c'est la mathématique pure et incontestable de la victoire. Le mitrailleur est un luxe qui rend l'avion d'assaut lent et vulnérable face aux chasseurs. La décision leur semble logique, pragmatique. Pour Ilyushin, cela sonne comme une condamnation à mort. Il tente de discuter, d'expliquer, de prouver. Chaque pilote de chasse au monde connaît la règle d'or du combat aérien. Approche par les 6 heures, attaque par la queue, depuis l'angle mort, là où l'ennemi est aveugle et sans défense. Retirer le mitrailleur, c'était ouvrir grand cette porte à n'importe quel Messerschmitt. En réponse, il n'entend que la froideur métallique d'un ordre. L'avion d'assaut doit opérer à basse altitude, par surprise. Il n'a pas besoin de mitrailleur, il a besoin de vitesse. Ilyushin reste seul avec ses plans. Il regarde l'endroit où aurait dû se trouver la cabine du mitrailleur. L'endroit qu'il avait conçu comme une garantie de survie pour le pilote. Et il comprend. Il ne voit pas au-delà des chiffres, kilogrammes, kilomètres par heure. Mais lui, il voit les visages des jeunes hommes qui, un jour, s'assiéront dans ce cockpit. De ses propres mains, obéissant aux ordres, il transforme une forteresse volante en piège. En cercueil motorisé. La main du concepteur tremble. Le crayon, à la mine couleur acier bruni, efface lentement la cabine du mitrailleur sur le papier calque, laissant derrière le pilote seulement le vide. Une surface lisse, aérodynamique et absolument sans défense. À cet instant, un nouvel avion est né, un monoplace, plus rapide, plus léger. On l'appellera l'île 2. Un prédateur blindé à qui l'on a brisé la colonne vertébrale dès la planche à dessin. Une bête puissante à qui l'on a crevé les yeux pour qu'elle ne puisse voir le danger approcher par derrière. La chaîne de montage est lancée. Des centaines de machines se préparent à être envoyées aux troupes. Et personne ne sait encore que le concepteur qui a créé l'un des avions les plus protégés au monde a en réalité conçu le piège parfait. Un piège qui allait très bientôt se refermer. Juin 1941. Un aérodrome de campagne poussiéreux, tout près de la frontière. Le lieutenant Orlov dévisage son île 2. Il lui semble invulnérable, trapu, anguleux, enfermé dans son blindage. À l'école de pilotage, les instructeurs l'appelaient le char volant. Le mot char résonne comme une promesse. La promesse de survivre. Première mission de combat. En bas, sur la route, serpente le long convoi gris d'une colonne allemande. Orlov met son avion d'assaut en piqué léger. La main sur la détente. Un instant, et les 2 canons Juvac de 20 mm entament leur travail. Il voit la terre, sous son aile, être littéralement éventrée. Les camions volent en éclats, des lueurs d'incendie, des volutes de fumée noire. Les fantassins, paniqués, se jettent dans les fossés. À cet instant, Orlov y a cru. Il a cru en son avion. C'était une machine à exterminer. Et puis, le ciel s'est fendu au-dessus de lui. Pour le Hauptmann Erich Weiss, un as aux 30 victoires, ce n'était même pas une chasse, c'était une exécution. Il vit cet avion comme au creux de sa main, lent, pâteau, avec un énorme angle mort derrière la queue. Une cible parfaite pour un exercice de tir. Il n'y voyait ni char ni forteresse. Il ne voyait que ce que les Allemands avaient déjà surnommé avec mépris le contreplaqué russe. Orlov entendit un craquement sec, comme si quelqu'un avait jeté une poignée de gravier sur le blindage de son siège. Il tira instinctivement sur le manche, essayant de jeter un coup d'œil en arrière. Mais derrière la verrière, il n'y avait que la paroi de son propre fuselage. Il était aveugle, complètement aveugle. Derrière, dans ce vide où aurait dû s'asseoir le mitrailleur, la mort régnait en maître. Deuxième impact. Une odeur âcre de brûlé emplit le cockpit. Les instruments de bord se mirent à danser. Son char volant s'était transformé en cage, en piège. Erich Weiss revenait à la charge, encore et encore, sans hâte, sans risque. Il voyait ses balles traçantes se planter dans la silhouette gauche.
Il voyait un mince filet de fumée noire s'échapper de la machine. Une victoire facile. Une encoche de plus sur son empennage. L'été 41 devint un bain de sang pour l'aviation d'assaut. Les nouveaux Hill-2 étaient lancés au combat sans couverture de chasseurs. Des jeunes recrues, à peine formés, tout juste sortis de l'école, étaient envoyés à une mort certaine. Les statistiques étaient impitoyables. La vie d'un pilote d'assaut sur le front durait 10, tout au plus 12 missions de combat. Puis, c'était la fin. Très vite, les pilotes soviétiques eux-mêmes donnèrent un nouveau nom à leur avion. Un nom amer, terrible, mais le seul qui soit juste. Le cercueil volant. Chaque sortie était la dernière. Ils décollaient, sachant qu'ils ne pouvaient même pas riposter. Ils étaient des cibles, des victimes insensées. Les pilotes partaient au combat comme pour leur dernier voyage, laissant sur l'aérodrome leurs maigres possessions et des lettres qui ne seraient jamais envoyées. Dans les états-majors allemands, on lisait les rapports des As et on souriait. Des dizaines d'Ilyushin abattus chaque jour. Ces monstres blindés se révélaient étonnamment fragiles, maladroits, aveugles. Ils étaient un cadeau pour n'importe quel pilote de la Luftwaffe. Et sur les aérodromes soviétiques, les soirs devenaient de plus en plus silencieux. Les lits se vidaient dans les abris souterrains. Les mécaniciens réparaient en silence les trous dans les machines qui pouvaient encore être sauvés. Ils regardaient le ciel, vers l'est, mais de là-bas ne venait aucun espoir. De là-bas venaient de nouveaux avions. Tout aussi monoplaces, tout aussi sans défense. De nouveaux cercueils volants pour de nouveaux condamnés à mort. Le cauchemar du concepteur Ilyushin était devenu réalité. Et ce n'était que le début. Décembre 1941. Moscou. Le Kremlin. Dehors, le blizzard hurlait, recouvrant de neige les hérissons tchèques dans les rues de la capitale. Mais dans le bureau de Staline régnait un silence lourd, pesant. Sur la table, sous l'abat-jour en feutre vert de la lampe de bureau, reposaient les rapports du front. L'armée rouge, rassemblant ses dernières forces, était passée à la contre-offensive. Elle repoussait les Allemands loin de Moscou. Mais le prix de cette offensive était monstrueux. Chaque ligne des rapports criait la même chose. L'infanterie se noyait dans le sang. Les chars s'embourbaient dans la neige sous le feu de l'artillerie allemande. Les villages fortifiés, transformés en forteresses, devaient être pris d'assaut de front, jonchant les champs de cadavres. Et tous les généraux, de Zhukov à Rokossovski, demandaient, exigeaient, imploraient une seule chose, un appui aérien. Des avions d'assaut. Mais il n'y avait pas d'avions d'assaut. En automne, sous la pression de l'ennemi, les usines d'aviation avaient été évacuées vers l'est, à Kuibychev. Les cœurs industriels géants du pays avaient été arrachés et transportés à des milliers de kilomètres. Et là, loin derrière les lignes, ils s'étaient tus. La production d'Il-2 s'était arrêtée. Le front, qui se vidait de son sang, était privé de son arme principale. Staline lisait ses rapports et sa fureur était silencieuse. Froide, d'autant plus terrifiante. Il n'y voyait pas un simple problème logistique. Il y voyait du sabotage. Un crime. Au moment où le destin du pays ne tenait qu'à un fil, ceux qui devaient forger les armes de la victoire se taisaient. Le 23 décembre, il prit un crayon. Le télégramme qu'il dicta était adressé au directeur des usines numéro 1 et numéro 18. Ce n'était pas un ordre, c'était un coup de fouet. Les avions Hill-2 sont aussi nécessaires à notre armée rouge que l'air et le pain. Il n'y avait aucun pathos dans ces mots. Seulement la nécessité brute, primale. L'air, le pain. Ce sans quoi l'homme ne peut vivre. L'Hill-2 venait de les rejoindre. Il avait cessé d'être un simple avion. Il était devenu une condition de la survie de la nation. Puis vint la menace, déguisée en une polie requête, ce qui la rendait encore plus sinistre. Je vous prie de ne pas pousser le gouvernement à bout de patience et j'exige que les Hill soient produits en plus grande quantité. À 1000 kilomètres de Moscou, dans la ville de Kuibychev, balayée par un vent glacial, le directeur de l'usine reçut ce télégramme. Il se tenait au milieu d'un atelier inachevé, où, à ciel ouvert, dans la neige, les ouvriers tentaient de monter les machines-outils. Il manquait d'hommes, il manquait de chauffage, il manquait d'outils. Ces ouvriers étaient des femmes et des adolescents, tenant à peine debout, minés par la faim. Et maintenant, il tenait ce bout de papier dans ses mains. Était-ce un ordre ou une condamnation à mort?
Comment pouvait-on exiger des avions quand on n'avait même pas un toit au-dessus de sa tête? Mais il savait ce que signifiait la phrase « ne pas pousser le gouvernement à bout de patience ». En temps de guerre, cela ne signifiait qu'une chose, le peloton d'exécution. Il n'y avait pas le choix. Staline ne leur avait laissé aucun choix. On pouvait mourir de froid devant sa machine, mourir de faim, mais il fallait donner des avions au front. Ou bien on pouvait être fusillé comme ennemi du peuple. La fureur née dans le silence du bureau du Kremlin avait volé jusqu'aux rives enneigées de la Volga et s'était transformée en une énergie désespérée, surhumaine. La chaîne de montage devait démarrer. À n'importe quel prix, même au prix de la vie de ceux qui l'assemblaient. Kouibychev, décembre 1941. La terre, gelée sur 1 mètre de profondeur, refusait d'accueillir les fondations des nouveaux ateliers. Un vent glacial venu de la Volga balayait l'immense chantier, qui, la veille encore, n'était qu'un champ nu. C'est ici, à ciel ouvert, que l'usine numéro 18, évacuée de Voronej, déployait ses activités. Anya, 17 ans, emmitouflée dans une pelisse déchirée, serrait de toutes ses forces un écrou sur l'aile d'un avion. Ses doigts, engourdis par le gel, refusaient de lui obéir. Elle n'avait rien mangé de chaud depuis plusieurs jours. Près d'elle, près d'une machine-outil, se tenait sa mère. Elles étaient arrivées ici avec l'usine. Leur père et leur frère aîné étaient au front. Un télégramme de Staline était affiché dans chaque atelier. On le recopiait à la main et on l'accrochait bien en vue. Comme l'air, comme le pain. Ces mots n'avaient pas besoin d'explication. Chacun, ici, les comprenait avec son cœur. L'air, c'était ce qu'il respirait, un mélange de vapeur glacée et d'odeur d'huile de machine. Le pain, c'était ces 125 grammes de masse collante et humide, distribués avec les cartes de rationnement. Et les avions, qu'ils assemblaient dans ces conditions inhumaines, étaient pour eux ce même pain, ce même air. Leur seul espoir. La journée de travail durait 12, parfois même 18 heures. Les gens dormaient au pied des machines pour ne pas perdre de temps à rejoindre les baraquements glaciales. Les femmes et les adolescents, qui constituaient jusqu'à 70% des ouvriers, transportaient de lourdes plaques de métal, rivetaient les blindages, assemblaient les moteurs. Leurs mains, habituées à la couture ou au porte-plumes, sentaient maintenant le métal et la mort. Ils ne pensaient pas à l'héroïsme, ils pensaient à survivre jusqu'au matin, à se réchauffer et à assembler un avion de plus, car chaque fuselage assemblé, chaque aile fixée était pour eux une vengeance personnelle. Une vengeance pour les maris, les pères et les frères qui se battaient alors près de Moscou. C'était leur front. Sans tranchée ni assaut, mais tout aussi brutal. En seulement 2 mois, un miracle se produisit. Un miracle né du désespoir, de la faim et de la fureur. L'impossible chaîne de montage, installée en plein champ, dans un froid glacial, prit vie. Fin décembre 1941, le premier Il-2 assemblé à Kouibychev en sortit. Pendant ce temps, sur le front, dans les tranchées enneigées, les soldats avaient cessé d'attendre. Ils pensaient que le pays, en pleine retraite vers l'Est, les avait oubliés, qu'ils étaient seuls. Mais un matin, dans le ciel gris et glacial, ils entendirent un vrombissement familier. D'abord un, puis un autre, et encore un autre. De l'Est arrivaient des vagues de nouveaux Ilyushin. C'était plus que des renforts. C'était une voix venue de l'arrière. Une voix qui disait « Nous sommes vivants, nous travaillons, nous sommes avec vous ». En voyant ces silhouettes anguleuses et bossues, l'infanterie comprit que le pays n'était pas brisé. L'espoir était là. À Kouibychev, au sommet de la production, jusqu'à 45 avions sortiront chaque jour de la chaîne de montage. Un avion d'assaut toutes les 30 minutes. L'impossible chaîne de montage fonctionnait. Et désormais, plus rien ne pouvait l'arrêter. 1942. L'Oberleutnant Kurt Schmidt, un as de la Luftwaffe avec 47 victoires à son actif, était sûr de lui. Il repéra de loin une formation de 6 Ilyushin. Scène habituelle. Des appareils lents et maladroits volant au ras du sol. Pour lui, c'était la routine, une tâche familière et agréable pour étoffer son tableau de chasse. Il se plaça dans leur queue, le soleil dans le dos, la position idéale. Personne ne le voyait. Schmidt choisit le dernier, l'ailier.
Il le prit calmement dans son viseur. Il connaissait cet appareil comme sa poche. Point faible, le radiateur d'huile sous le ventre, l'empennage en bois. Quelques tirs précis et le contreplaqué russe s'enflammerait comme une allumette. Il posa les doigts sur la détente, savourant d'avance une victoire facile. Et à cet instant, l'Ilyushin tira. De la queue de l'avion russe, une traînée de feu le frappa. Surpris, Schmidt tira instinctivement le manche à lui, faisant cabrer son Messerschmitt. Il n'en croyait pas ses yeux. Il tire, par l'arrière. Depuis quand ont-ils des mitrailleurs de queue? Cela ne figurait dans aucun rapport des services de renseignement. C'était tout simplement impossible. Dans la cabine de ce même Il-2, le sergent Piotr Kovalev, 19 ans, agrippait les poignées de sa mitrailleuse lourde UBT. Il venait d'être transféré de l'infanterie. Il n'avait encore jamais volé. Assis dos au sens du vol, le monde entier n'était pour lui qu'un paysage qui défilait vers l'arrière. Quand le cri du pilote retentit dans son casque, Messerschmitt derrière. Il fut pétrifié de terreur. Puis, il vit dans son viseur le point grandissant de l'avion de chasse ennemi. Piotr ferma les yeux et appuya sur la détente. La mitrailleuse se mit à gronder, emplissant l'étroite cabine d'une odeur de poudre. Il ne visait pas. Il tirait simplement en direction de l'ennemi. Il tirait par peur, par désespoir. Le lieutenant Sidorov, pilote de cette Il-2, entendit pour la première fois en 100 missions de combat, non pas un silence de mort derrière lui, mais le fracas furieux de sa propre mitrailleuse. Il ne savait pas si son mitrailleur avait touché sa cible ou non. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est qu'il n'était plus une cible sans défense. Il avait une chance de survivre. Kurt Schmidt tenta une autre passe, plus prudente. Mais le deuxième, Ilyushin, du groupe, riposta lui aussi par le feu. Cela changeait tout. Cela brisait toutes les règles de la chasse. Avant, c'était un massacre. Maintenant, c'était un combat risqué, dangereux. Il rompit l'attaque. 6 mitrailleuses pointées vers l'arrière étaient un argument bien trop sérieux. À partir de l'été 42, les Il-2M biplaces arrivèrent en masse dans les unités. L'ingénieur Ilyushin, ayant obtenu gain de cause, avait rendu son mitrailleur à l'avion. Ce n'était pas une simple modification technique, c'était une révolution tactique. Les As allemands, habitués aux attaques impunies depuis le secteur arrière, se heurtèrent de plus en plus souvent à une résistance soudaine et féroce. Erich Hartmann lui-même, le pilote le plus titré de l'histoire, admettra plus tard qu'abattre un Il-2 était incroyablement difficile. On ne pouvait l'attaquer que d'une seule manière, par le bas et par l'arrière, en visant le radiateur vulnérable. Le cercueil volant commençait à mordre. La morsure de sa queue n'était pas toujours mortelle pour l'ennemi. Mais elle donnait aux pilotes soviétiques la chose la plus précieuse, du temps. Quelques secondes pour manœuvrer. Quelques secondes pour appeler à l'aide les chasseurs d'escorte. Quelques secondes qui séparaient la vie de la mort. Ils n'étaient plus des chatons aveugles que l'on pouvait noyer les uns après les autres. Ils étaient devenus des loups enragés et blindés. Et maintenant, ils pouvaient montrer les dents. Le Feldwebel, Günther Richter, pilote d'un chasseur Focke-Wulf 190, était furieux. Il venait de vider la quasi-totalité des munitions de ses canons de 20 mm sur l'avion d'assaut russe. Il avait tout vu. Il avait vu les obus déchirer le revêtement de l'aile. Il avait vu les éclats de bois voler du fuselage. Ces Russes utilisaient encore du bois dans leur construction. De la fumée s'échappait du moteur. Selon toutes les lois de l'aérodynamique et de la guerre, cette Il-2 aurait dû s'écraser au sol, se désintégrer en vol, exploser. Mais il volait. Obstinément, lourdement, laissant derrière lui un panache de fumée noire, mais il continuait de voler vers la ligne de front. Günther fit une autre passe, l'arrosant de ses mitrailleuses. Il tirait pour tuer, mais l'avion d'assaut semblait ignorer ses morsures. Il continuait simplement de voler. Günther le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. De retour à l'aérodrome, il rapporta à son commandant. « J'ai vidé tout ce que j'avais sur lui. Il aurait dû tomber en morceaux, mais il continue de voler. Il les fabrique en quoi? En béton. » Ce mot, béton, est resté. Les pilotes allemands, confrontés à la phénoménale capacité de survie de l'Il-2, le surnommèrent le béton bomber, le bombardier de béton. C'était un surnom né de l'impuissance et de l'incompréhension.
Quelques minutes plus tard, sur un aérodrome soviétique, un mécanicien poussa un cri de stupeur. L'Il-2, mutilée du lieutenant Babaïlov, se traînait vers la piste d'atterrissage. La quasi-totalité du plan gauche de l'aile avait été arrachée lors d'une collision avec un Messerschmitt. La queue ressemblait à une passoire. Un jet brûlant s'échappait de la conduite d'huile percée. Mais le moteur tournait. Le pilote était vivant. Babaïlov posa l'appareil ravagé sur le ventre. Quand il sortit de la cabine en titubant, les mécaniciens encerclèrent l'avion. Ils regardaient en silence le trou dans l'aile, assez grand pour qu'un homme puisse y passer. Regardèrent les centaines d'impacts dans le fuselage. Les câbles de commande sectionnaient, et l'un d'eux, un vieux technicien, retira sa chapka et dit avec respect « Sacré retour, lieutenant, un véritable char d'assaut volant ». La capacité de survie de l'Il-2 devint une légende des deux côtés du front. Le secret résidait dans le fameux caisson blindé conçu par Ilyushin. Ce cocon d'acier protégeait tout ce qui était vital, le pilote, le moteur, les réservoirs. Les balles et les éclats d'obus pouvaient réduire la queue en bois en miettes, cribler les ailes de trous, mais tant que le caisson blindé était intact, tant que le moteur tournait, l'avion continuait de vivre. Les pilotes rentraient à leur base avec des appareils qui semblaient théoriquement incapables de voler, avec des cylindres de moteur percés, avec des gouvernes de profondeur hors service, avec des trous béants dans les ailes. Ils atterrissaient et les techniciens accomplissaient des miracles pendant la nuit. Ils rapiéçaient les trous, remplaçaient des blocs entiers et au matin, les éclopés étaient de nouveau prêts pour le combat. Cette incroyable résistance aux dommages avait un impact psychologique colossal. Les pilotes soviétiques croyaient en leur avion. Ils savaient qu'il leur donnerait une chance de rentrer à la base, même touchés. Pour les pilotes allemands, en revanche, chaque combat contre le bombardier de béton se transformait en une tâche ardue et épuisante. Ils dépensaient un temps et des munitions précieux sur un seul appareil qui refusait obstinément de tomber. L'Il-2 n'était pas juste un avion. Il était le symbole de l'obstination. Une obstination brute, indestructible, enfermée dans un blindage qu'il était impossible de comprendre, mais avec laquelle il fallait compter. Juillet 1943, l'Arc de Koursk. Le grenadier de char Friedrich Schulz était assis sur le blindage de son Tigre. Il se sentait invulnérable. Son char était le summum de l'ingénierie. Le blindage frontal de 100 mm se moquait des obus des canons anti-chars soviétiques. Il rebondissait dessus comme des pois sur un mur. Devant lui, dans le mirage de l'air surchauffé, toute une armada de monstres d'acier identiques se préparait à l'attaque. Aujourd'hui, il devait percer la défense russe. Soudain, quelque chose changea dans le ciel. Le grondement s'intensifiait. Ce n'étaient ni des chasseurs, ni des bombardiers. C'étaient eux. La mort noire. Des dizaines de Ilyushin volaient bas au-dessus du sol, masquant le soleil. Mais Friedrich se contenta de sourire. Leur canon de 23 mm était impuissant contre son blindage. Il voyait les obus faire jaillir des étincelles sur les coques des chars voisins sans leur causer le moindre mal. Une rage impuissante. Et puis une pluie se mit à tomber du ciel. Étrange, silencieuse, presque sans bruit. Une fine grêle se mit à tambouriner sur le toit de la tourelle. Friedrich, perplexe, leva les yeux. Des centaines de petits objets sombres se détachaient des avions d'assaut. Ils tombaient lentement, de manière chaotique. Qu'est-ce que c'était? Des tracts? L'instant d'après, le monde explosa. Le char à gauche, un Panther flambant neuf, fut soudainement enveloppé de flammes. Une colonne de feu jaillit dessous la tourelle, puis une autre. Et encore une autre. Toute la clairière, où se tenaient un instant plus tôt les invincibles panzers allemands, s'était transformée en un brasier rugissant. Les cris des équipages en feu se mêlèrent au fracas des munitions qui explosaient. Friedrich ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. On ne les bombardait pas. On ne leur tirait pas dessus au canon. D'où venait ce feu? À 200 mètres d'altitude, le capitaine Egorov, pilote d'un Il-2, appuya sur un unique bouton. 4 cassettes dans les soutes à bombes s'ouvrirent et 192 petites bombes, pétées à baie, se déversèrent. Il n'avait pas besoin de viser, pas besoin de piquer.
Il passa simplement au-dessus de la concentration de véhicules ennemis, comme un semeur passe au-dessus d'un champ. Chacune de ces bombinettes d'1,5 kg portait une charge creuse. En frappant le blindage, elle ne le perçait pas, elle le consumait. Un jet de métal et de gaz en fusion, fin comme une aiguille et à une température de plusieurs milliers de degrés, s'enfonçait dans le blindage le plus fin du char, celui du dessus. Il le transperçait de part en part, transformant le compartiment de combat en un enfer. L'équipage brûlait vif. Les réservoirs de carburant explosaient, les obus détonaient. Friedrich Schultz, s'extirpant de son Tigre miraculeusement intact, contemplait le champ de bataille avec horreur. Des dizaines de chars, la fierté de la Wehrmacht, s'étaient transformés en cercueils fumants et tordus. La pluie infernale tombée du ciel avait accompli ce que ni les canons ni les mines n'avaient pu faire. Elle avait anéanti leur invulnérabilité. Dans son journal, un officier tankiste allemand écrira plus tard « Les avions d'assaut russes sont une peste. Ils planent au-dessus du champ de bataille pendant des heures, nous empêchant de lever la tête. Nos chars brûlent les uns après les autres. La défense anti-aérienne ne peut rien faire contre ces monstres blindés. » La bataille de Kursk fut le triomphe de l'île 2. Cette nouvelle arme, les PTAB, le transforma d'un simple avion d'assaut en le plus efficace des chasseurs de chars de la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes soviétiques avaient reçu la clé qui ouvrait n'importe quel blindage. Ils n'avaient plus besoin de viser les points faibles. Ils couvraient simplement des hectares entiers de terre d'un tapis mortel, ne laissant derrière eux que cendres et métal tordu. Le mythe de l'invincibilité des panzers allemands s'est consumé dans le feu de cette pluie infernale. 1944. Biélorussie. Le soldat de la Wehrmacht Hans Roth était couché dans une tranchée peu profonde, essayant de se fondre dans la terre. Il n'entendait pas les tirs, ne voyait pas l'ennemi. Il n'entendait qu'un son. Ce son commençait comme un bourdonnement grave et lointain, semblable à un essaim de guêpes géantes. Puis il s'intensifiait, se transformant en un rugissement lourd, oppressant. Et enfin, lorsque les avions surgissaient de derrière la cime des arbres, il devenait un hurlement assourdissant, déchirant. Un hurlement qui glaçait le sang dans les veines. Un hurlement qui paralysait la volonté. « Achtung, Schwarzer Todd !» cria le sergent, et sa voix se noya dans ce rugissement. Attention, la mort noire, ce nom n'était pas né dans les états-majors ou les rapports de renseignement. Il était né ici, dans la boue et le sang de la ligne de front. Ce sont eux qui l'avaient inventé, les fantassins allemands, pour qui une attaque de Ilyushin n'était pas un combat, mais une extermination. Hans ferma les yeux et enfonça son visage dans la terre humide. Ne pas tirer, ne pas bouger, juste prier. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Tirer sur ces monstres blindés avec un fusil ou une mitrailleuse était inutile. Les balles rebondissaient sur eux sans leur causer le moindre mal. Ils étaient invulnérables. Et puis, l'enfer commençait. La terre autour de lui se mit à trembler, comme si une scie géante l'éventrait. C'étaient les canons des avions d'assaut qui entraient en action. Les obus arrachaient des mottes de terre, pulvérisaient les parapets, déchiquetaient les corps humains. Puis, un craquement sec et brutal retentit. C'était le tour des roquettes. Elles n'étaient pas précises, mais leur rugissement et leur traînée de feu inspiraient une terreur animale. Ensuite tombaient les bombes, petites, antipersonnelles, qui explosaient en arrosant tout alentour d'une grêle d'éclats mortels. Hans sentait la terre trembler sous les explosions. Il entendait les cris des blessés, noyés par le fracas des moteurs. Cela dura une éternité, quelques minutes qui s'étiraient en un cauchemar sans fin. Ils n'attaquaient pas seulement, ils pilonnaient leur position, passage après passage, encore et encore, jusqu'à ce que les tranchées se transforment en charniers. Et à l'autre bout du champ, dans les tranchées soviétiques, les fantassins, entendant le grondement familier, levèrent la tête. « Nos bossus sont là !» se criaient-ils les uns aux autres. Pour eux, ce son était une musique. Il signifiait le salut. Il annonçait la victoire. Ils voyaient l'infanterie allemande se coller littéralement au sol, cessant de tirer. Ils agitaient leurs calots et criaient « Vas-y, Ilyusha, fonce, fais-leur leur fête !» Pour le soldat soviétique, l'île 2 était Ilyusha, le bossu, le char volant. Il était des leurs, un proche. Il était le symbole de la puissance de l'armée rouge.
Quand les avions d'assaut repartaient, laissant derrière eux fumée et silence, Hans Roth osa lever la tête. Autour de lui gisaient des morts et des blessés. La tranchée était labourée. Du nid de mitrailleuse, il ne restait qu'un tas de terre et de métal tordu. Et il comprit. Ce n'était pas un avion, c'était une arme de guerre psychologique. La mort noire ne venait pas seulement pour tuer, elle venait pour anéantir l'espoir, briser le moral, transformer les soldats en bêtes tremblant de terreur. Et cette tâche, elle l'accomplissait à la perfection. Le lieutenant-chef Sokolov posait son Il-2 sur l'aérodrome. L'appareil répondait mal. Une brèche béante trouait l'aile, les gouvernes étaient endommagées. Mais une fois de plus, il avait tenu bon. Une fois de plus, il avait survécu. Il roula jusqu'à l'aire de stationnement, coupa le moteur et resta assis quelques minutes en silence, reprenant son souffle. Il y était habitué. Habitué à l'adrénaline du combat, à l'odeur de la poudre, au sifflement des éclats, il était habitué à survivre, mais il n'arrivait pas à s'habituer au silence derrière lui. Il tourna lentement la tête. La cabine du mitrailleur était vide. Plus exactement, il y avait ce qu'il restait du sergent Belkin. Un gamin de 18 ans de la région de Vologda, arrivé au régiment une semaine plus tôt. C'était sa 3e sortie de combat. Sokolov détacha ses sangles, s'extirpa de la cabine. Il ne regarda pas en arrière. Les techniciens s'approchèrent. Il leur fit un signe de tête silencieux en direction de la cabine arrière et se dirigea vers l'abri souterrain. « Sortez-le de là », lança-t-il par-dessus son épaule. Il ne voulait pas voir ça. Pas encore. Belkin était son 9e, le 9e mitrailleur en moins d'1 an. Sokolov avait cessé de retenir leur nom de famille. Il s'efforçait de ne pas les regarder dans les yeux avant une mission, de ne pas leur parler de chez eux. Il était plus simple de les considérer juste comme des mitrailleurs. Numéro 7, numéro 8, numéro 9. C'était moins douloureux comme ça. Le cockpit du pilote était une forteresse. La caisse blindée conçue par Ilyushin lui avait sauvé la vie des dizaines de fois. Mais le mitrailleur était assis en enfer. Il n'était protégé que par une fine plaque de blindage de 6 mm à l'arrière. Sur les côtés et le dessus, rien ne le protégeait. Il était exposé à tous les vents et à tous les éclats. N'importe quel Messerschmitt attaquant par le haut transformait sa cabine en hachoir à viande. Les statistiques des pertes étaient monstrueuses. Pour chaque pilote d'Il-2 tué, on comptait 5 et parfois même 7 mitrailleurs tués. Ils étaient du matériel consommable, un bouclier qui couvrait les arrières du pilote, le prix de sa survie. Le soir, le commandant d'escadrille passa voir Sokolov dans son abri. « Tiens, dit-il, il volera avec toi demain, un nouveau. » Dans l'embrasure de la porte se tenait un garçon maigre, très jeune, dans un uniforme neuf, pas encore rodé. Il regardait Sokolov avec un mélange d'espoir et de peur. Son nouveau pilote. Sokolov ne leva pas les yeux sur lui. Il ne voulait pas connaître son nom. Il ne voulait pas voir cet espoir dans ses yeux. « Sois prêt pour 6 heures du matin, dit-il d'une voix sourde avant de se détourner. Le nouveau mitrailleur comprit tout sans un mot. Pour ce pilote fatigué, au visage brûlé, il n'était qu'une autre pièce de rechange temporaire. Un consommable. Sa tâche était simple et terrifiante. Survivre à au moins une sortie, repousser les messerres et, avec de la chance, revenir vivant. Et sinon, eh bien, le suivant prendrait sa place, le numéro 10. Le pilote de l'Il-2 ramenait sa machine à l'aérodrome. Blindé, robuste, capable d'encaisser des centaines d'impacts. Mais il payait cette robustesse un prix terrible. Il ramenait le silence à la maison. Et chaque fois, en sortant de sa forteresse blindée, il laissait derrière lui une autre jeune vie, sacrifiée pour la sienne. Ainsi, l'histoire d'un seul avion devient l'histoire de tout un peuple. Conçu avec une faille fatale, baigné du sang des pilotes et de la sueur des ouvriers, ce mécanisme brut de métal et de bois a absorbé en lui une volonté de vaincre surhumaine. Il a cessé d'être une simple arme pour devenir un symbole, indestructible, obstiné et impitoyable. Où se situe la frontière au-delà de laquelle le métal froid acquiert une âme? Et qu'est-ce qui triomphe réellement dans une guerre?
la perfection de la technologie ou l'indomptable esprit humain capable de transformer même un cercueil en une arme de vengeance? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous tenons à savoir quelle pensée cette histoire a éveillée en vous. Si ce récit vous a semblé important, soutenez-nous avec un j'aime. Et abonnez-vous pour continuer ensemble ce dialogue sur ce qu'il y a de grand et de tragique.